peut-être faire la transition avec ce qui vient d'être dit, donc ces lieux de résistance. Ils ont aussi une dimension locale, c'est-à-dire que les usages en Wallonie ne doivent pas nécessairement s'aligner sur les usages américains ou sur ce qu'essaie de nous proposer un certain nombre d'acteurs du numérique. Donc il y a aussi cette dimension-là. Et donc clairement, moi, mon intervention repose sur 3 points. Le PMTIC est bien un acteur important de l'écosystème numérique wallon. Il doit y rester, c'est d'ailleurs un des socles de base. Est-ce qu'il y a une cohérence et des articulations possibles entre les dispositifs numériques? Il y a un certain nombre d'initiatives en Wallonie, mais comment est-ce que ces initiatives s'articulent? Et pour finir, le PMTIC est après. Au sortir du PMTIC, vers où peut-on orienter les stagiaires? Est-ce qu'il y a une évolution numérique? Vous êtes tous impliqués là-dedans, mais c'est juste pour essayer de clarifier un peu ces éléments-là. Le PMTIC et l'écosystème numérique wallon, ça a déjà été un petit peu abordé, mais donc on parle souvent d'inclusion, de sensibilisation, de problèmes de diversité, etc. Ce sont surtout des premières expériences numériques. C'est surtout de se positionner, faire son entrée dans cette espèce de monde numérique et essayer de capitaliser sur ces expériences. Les expériences sont de nature assez diverses. On a parlé du code, par exemple. C'est une expérience parmi d'autres, pas un point de passage obligatoire. Simplement une expérience qui, si elles sont cumulées, peuvent quand même commencer à prendre un sens numérique dans l'existence des utilisateurs. Alors, au niveau du dispositif wallon, CISP, EPN, le Forum, les écoles numériques, le passeport TIC de la Fédération Wallonie-Bruxelles, genre éthique, formatique, enfin donc Jérôme de Warzet ferait peut-être une litanie beaucoup plus longue que celle-ci. Peut-être 2 éléments, je vais relayer là peut-être plutôt l'action de mon collègue de l'agence du numérique, mais Digital Wallonia et Walcode. Et moi, je vais vous demander de voter à main levée, ou en tout cas de vous exprimer à main levée. Qui connaît Digital Wallonia? En gros, tiers de salle. Donc, contrairement à ce que peut imaginer le gouvernement wallon, parce que c'est l'effet de marque du gouvernement wallon, ça n'est pas encore passé partout, y compris auprès des acteurs PMTIC. Enfin, donc c'est spécial dédicace à André. André, tu vois que ça... Qui utilise Digital Wallonia dans sa communication, dans la relation, encore un peu moins. Voilà. Donc on va parler de ça très brièvement. Derrière Digital Wallonia, l'opération Walcode, qui est aussi un projet de l'agence du numérique et qui fédère un certain nombre d'acteurs. Qui connaît Walcode? Les nouvelles sont assez mauvaises. Donc je vais essayer de parler d'écosystème wallon. La première chose, c'est qu'il y a probablement de l'information et un certain nombre de choses. Donc je m'y colle un peu aujourd'hui pour essayer d'initier ce mouvement-là. Qui est partenaire de Walcode? Les mêmes, hein. Donc, a priori, il n'y a que les partenaires qui connaissent ce projet. Ok. Digital Wallonia, plateforme pour la Wallonie numérique. Donc l'URL, c'est digitalwallonia.be. C'est donc une plateforme qui aujourd'hui répertorie des signalétiques d'entreprise, donc quelle entreprise active dans quel secteur, et spécialement sur le numérique, qui donne un agenda des événements touchant au numérique, et qui potentiellement, et dans un délai assez court, donnera une visibilité aux offres de formation numérique. Donc clairement, il y a des actions du PMTIC qui aujourd'hui sont sur Digital Wallonia. Digital Wallonia, c'est un moteur de recherche, donc il y a la possibilité d'aller chercher tout ce qui concerne le PMTIC simplement en allant introduire PMTIC comme mode de recherche dans Digital Wallonia. Donc moi je vous invite franchement, donc le PowerPoint, il y a des liens systématiques vers toutes les infos que je vais essayer de diffuser aujourd'hui. Je vous invite vraiment à aller sur Digital Wallonia parce que ça donne en tout cas une idée de ce qui essaie de se mettre en place au niveau du gouvernement wallon, au niveau de l'agence du numérique, au niveau des partenaires que sont le PMTIC, les EPN, les centres de compétences et d'autres organismes de formation. Alors, ça n'est pas nécessairement
de la formation informatique de haut niveau, hein. Donc, puisque le but aujourd'hui, c'est bien d'essayer d'ancrer un maximum d'expérience numérique pour un maximum de citoyens wallons. Walcode, donc cette opération Walcode, elle était lancée au Parlement wallon il y a une semaine ou deux, enfin André, corrige-moi si... donc en fait, le but là, c'est simplement de mettre l'accent sur l'algorithmique, mais l'algorithmique de façon ludique. C'est destiné aux jeunes du secondaire, donc on parle de Scratch. Qui connaît Scratch dans la salle? Voilà, à peu près les mêmes ou un peu plus. Donc en fait, un certain nombre d'outils ludiques qui amènent simplement à avoir cette réflexion au niveau de l'algorithmique. L'algorithmique, ce n'est pas nécessairement d'informatique de haut niveau, c'est simplement cette capacité à chaîner plusieurs opérations les unes derrière les autres. Si je reçois un message sur mon smartphone, comment est-ce que je fais pour qu'in fine, il se retrouve aussi dans l'entreprise? Si j'ai une information qui provient, une alarme qui provient d'un flux X ou Y, comment est-ce que je peux faire pour automatiser la réponse à cette alarme? On sera tous confrontés à ça demain. Donc est-ce qu'on code ou est-ce qu'on ne code pas? La question n'est pas là. La question c'est, est-ce que je serai capable d'intégrer un robot sur base d'un choix personnel parce que j'ai un robot d'assistance ou parce que mon employeur impose l'utilisation de ces robots. Et ces robots, ça peut être simplement le pupitre de contrôle dans une chaîne de production, ça peut être un assistant imposé pour la gestion administrative ou des ressources humaines. Et donc ça, c'est vraiment le challenge, parce que ça va être imposé, in fine, pas spécialement parce qu'il y a un choix de l'activité ou du domaine numérique, mais surtout parce que pour des raisons de coût, la plupart des entreprises vont se mettre à avoir ce genre d'évolution. Donc ce n'est pas du tout un choix sociologique ou un choix d'option stratégique, c'est simplement la réduction de coûts. Donc Walcode, c'est digitalwallonia.be/Walcode, et vous aurez accès à ça aussi, ou vous cliquez simplement sur la dia correspondante. Alors, au-delà de ça, le schéma est assez imbuvable, mais c'est un schéma qu'on utilise en interne. Il y a tout un tas d'initiatives au niveau politique, on ne s'y retrouve pas trop. On a le CDE qui décrit les compétences numériques de base, on a l'Europe qui donne un certain nombre d'indications, on a évidemment une traduction de ces initiatives-là dans l'agenda fédéral, dans l'agenda wallon, et donc en gros, là vous avez tous les liens vers tous ces dispositifs, et peut-être une espèce de dynamique entre FSE, FEDER, enfin donc voilà, le PMTIC est quand même aussi un dispositif qui dépend pas mal de ces adjuvants ou de cette dynamique wallonne, on ne peut pas l'oublier non plus. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'écosystème. Le challenge aujourd'hui, c'est que les gens aient une vision suffisante de l'écosystème pour pouvoir orienter un stagiaire d'un dispositif vers un autre. Et de toute évidence, il y a du travail à faire. Parce que l'écosystème, apparemment, il y a assez peu de gens ici dans la salle qui ont une idée affinée de cet écosystème. On a des référentiels européens. Un référentiel qui s'appelle DIGCOMP, donc compétences digitales, Digital Competencies. Est-ce que quelqu'un connaît DIGCOMP dans la salle? 2 ou 3 personnes. Donc ce référentiel-là, quelque part, il a une articulation possible et assez facile avec le PMTIC. En gros, c'est un certain nombre de compétences digitales, on va le voir dans le détail, mais un certain nombre de compétences digitales qui ont été déclinées par l'Europe et les dispositifs ou les opérateurs de formation qui répondent à une partie du référentiel. Ce qui permettra de dire, nous on a couvert ces aspects-là dans un CISP, demain on peut envoyer ces personnes au forum, dans un centre de formation, dans un dispositif libre, et il ira chercher la compétence complémentaire. Et les compétences sont assez simples. En gros, ce sont les unités du PMTIC, auxquelles on va additionner simplement de la résolution de problèmes. Est-ce que les gens ont une capacité à résoudre les problèmes, oui ou non? Des aspects liés à la communication, peut-être un peu au-delà de ce que fait le PMTIC aujourd'hui, et des aspects liés à la citoyenneté sur les aspects, sur les dimensions sécurité, développement durable, économie collaborative. Des choses qui commencent à arriver, et l'Europe voudrait positionner un maximum de citoyens européens sur ces aspects-là. Le CV Europass, quelqu'un connaît le CV Europass? Non, la personne, ou quasi, c'est bien.
Donc le CV repasse, on va voir à quoi ça ressemble, mais ça a été complètement retravaillé et aujourd'hui c'est un outil simple d'utilisation. Autant les outils européens en général sont des outils assez abusables, autant là on a un outil assez simple où les gens peuvent déclarer leurs expériences numériques de façon structurée. Ça pourrait être un outil, je dirais, de mobilité au niveau des certificats et des CV entre différents pays, y compris entre différents continents. Donc là, au moins, on a un outil où les gens peuvent venir valoriser la compétence qui a peut-être été acquise dans un dispositif assez éloigné de ceux qu'on comprend ici ou qu'on utilise ici, et d'essayer de trouver cette complémentarité. Alors, le positionnement, le schéma, il ne faut pas s'accrocher au schéma, mais en gros, c'est un travail interne. Les unités du PMTIC sont ici, l'environnement numérique, la recherche, stockage, la création, la communication. Le référentiel européen couvre un certain nombre de dimensions, j'en parlais, et ces dimensions, pour une partie d'entre elles, trouvent leur équivalent dans le PMTIC. Donc en gros, le PMTIC aujourd'hui est capable de répondre à un certain nombre de prescrits de ce fameux référentiel européen qui devrait déterminer de façon précise ce qui est attendu pour le citoyen en 2020. Alors, le Forum, potentiellement les EPN, tous les partenaires qui voudraient s'associer à cette réflexion-là, peuvent effectivement dire, ben tiens, sur ce point précis du référentiel européen, un module sur des droits d'auteur, sur le code par exemple, donc on parlait de WALCode, ben, ça répond au point 3.4 du référentiel européen. Le référentiel européen parle de programmation pour tous, de programmation, ben, WALCode c'est une initiative qui vient coller à cette programmation. Donc moi en tant qu'opérateur de formation, pas du tout obligé d'inclure ça dans mon programme, mais par contre je sais qu'il y a un programme WALCode au niveau de la région Wallonne et que ce programme réunit une quarantaine de partenaires et que ces partenaires peuvent répondre à cette demande-là. Voilà. Moi aussi m'intégrer dans la démarche, mais c'est clairement ça. On a des modules de cybersécurité, etc. Ben, de nouveau, c'est disponible chez un autre opérateur. Donc je ne suis pas obligé d'intégrer cette dimension-là. Le risque, évidemment, c'est que chacun, parce que le vocabulaire du numérique est un vocabulaire assez large, essaye d'intégrer tous les éléments dans son propre cursus. Je crois qu'au niveau wallon, et pour éviter ou en tout cas pour essayer de favoriser certaines économies d'échelle, on a intérêt à comprendre qui fait quoi et réorienter vers l'un ou vers l'autre, en fonction du public, en fonction des aspects liés à la diversité, etc. etc. Le repas, c'est ça, aujourd'hui, donc c'est pas très compliqué. On voit les compétences principales en langue, où c'est relativement normé. On a un cadre européen aujourd'hui qui peut, je ne sais pas si tout le monde est habitué à cette logique-là, mais qui situe les gens par rapport au pourcentage de compréhension de la langue sur des niveaux A, B, C, eux-mêmes déclinés en B1, B2, etc., etc. Donc les langues, ça c'est assez clair. Les compétences en communication, l'Europe commence à donner certains guides aussi. Des compétences en organisation. Et sur le numérique, c'est méchamment important parce qu'en fait, les métiers vont commencer à intégrer ces compétences managériales. C'est probablement pas le plus important pour nos publics, mais également des compétences numériques. Et ces compétences numériques, ben, elles collent exactement à ce que je viens de montrer juste avant, donc à ce fameux référentiel d'ISCOM. Et les gens, en cliquant sur compétences numériques, vont se voir proposer différents niveaux. Donc les choses sont vraiment simples. Hein. Ce n'est pas nécessaire d'y aller sur du déclaratif. On va simplement aller cocher le niveau. Et le niveau est explicité de façon très claire, pour une fois. Et donc, on peut fonctionner de cette façon-là. Pour n'importe quel type de public, et sur base d'un découpage aussi simple que celui-là, on peut générer une lettre de motivation d'un certain nombre de conseils concernant la rédaction du CV. Bon, ça ne se substitue pas à une action au forum, mais en tout cas sur les compétences numériques, ça permet de stabiliser un peu les éléments. Alors, le PMTIC est après, très clairement, l'après, c'est essayer de se définir en tant que citoyen numérique ou en tant que potentiel numérique, puisque le secteur dit qu'il y aura un futur numérique ou il n'y aura pas de futur du tout. Hein, donc c'est vraiment le message qu'on essaye de nous pousser aujourd'hui. Les annonces récentes dans le domaine bancaire, par exemple,
commence à montrer que cette fracture numérique elle est en train de se déplacer méchamment. La fracture se déplace sur un certain nombre de métiers administratifs ou de métiers intermédiaires, et il faut apporter une réponse à ça. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est parfois un argument pour pouvoir réorganiser certaines activités, les délocaliser. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une réponse wallonne qui corresponde à notre tissu local. Et notre tissu local, ce sont des petites entreprises, des toutes petites entreprises. Donc les grands systèmes automatisés et optimisés que propose le secteur en général, ben, ces systèmes-là, ils ne sont pas nécessairement accessibles à nos TPE. C'est peut-être la raison pour laquelle on estime aujourd'hui que les patrons d'entreprise n'ont pas le degré de maturité numérique nécessaire. C'est simplement parce que les outils ne leur sont pas accessibles financièrement, parce que, effectivement, au niveau scolaire, on ne forme pas du tout à l'utilisation de ces outils-là. Donc il faut quand même rester sur la réalité du tissu économique wallon. Ce que je vais essayer de vous montrer, l'effort qu'on essaie de faire au niveau du forum, et on le partage avec autant de partenaires que possible, ce sont des initiatives vouées à essayer d'écrire des perspectives pour les bénéficiaires, parce qu'in fine, si on en reste au client final, le client final c'est bien le travailleur potentiel ou le citoyen. Moi j'étends ça à la notion des citoyens, et c'est aussi de donner des outils aux opérateurs. Chaque opérateur n'a pas la possibilité de créer ses propres contenus et d'essayer de répondre de façon optimale à cette évolution numérique. Le positionnement des bénéficiaires. Donc, au-delà du PMTIC, on a un certain nombre d'outils de positionnement qui aujourd'hui sont disponibles sur le marché. Donc, ces outils, ce sont des outils de positionnement bureautique de façon classique, des outils de ENI, TOSA. Quelqu'un connaît ENI, TOSA pas trop non plus. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? Ce sont des outils en ligne de tests, hein, on va appeler ça comme ça, de tests évolutifs, et en fonction des réponses sur un domaine ou sur un autre, les tests en fait positionnent l'individu en disant ben, cette personne a la capacité de base au niveau réseaux sociaux, au niveau bureautique, au niveau usage mobile, etc. etc. Ça dresse une espèce de portrait robot de l'individu, et ça lui permet de pouvoir communiquer de façon aussi transparente que possible avec son employeur potentiel, ou en tout cas avec le centre de formation, les personnes qui peuvent l'accompagner, au-delà de l'attestation PMTIC, qui est aussi un outil de positionnement. Donc l'attestation PMTIC, qu'on a vu tout à l'heure, qu'elle pouvait répondre à un certain nombre de points de ce fameux référentiel numérique, mais ces tests-là sont des tests complémentaires. Alors, des tests de positionnement bureautique, c'est plus facile pour assurer la transition. Les tests de positionnement numérique, donc TOSA, digital, etc., ce sont plus des outils qui permettent d'objectiver la capacité à travailler avec des documents numériques, la capacité à travailler avec des médias, la capacité à... Donc des choses qui sont aujourd'hui initiées, je dirais, ou en tout cas qu'on commence à couvrir dans le PMTIC, mais qui demandent, pour qu'il y ait une adéquation au niveau de l'emploi, probablement d'être augmentées. Et derrière, du positionnement informatique. Donc en fait, aujourd'hui, on a un gros problème au niveau du vocabulaire. On est dans le déclaratif. Est-ce qu'un programmeur Java, C# est aussi un programmeur, ou en tout cas un web développeur? Probablement pas. Nos TPE cherchent le mouton à 5 pattes, donc en général, s'il y a quelqu'un qui pouvait s'occuper de toute la partie automation et programmation dans mon entreprise, que ce soit sur les aspects industriels, sur les aspects informatiques, sur les aspects informationnels, ça serait bien. Mais dans les faits, ces profils-là ne sortent pas de l'école. Donc c'est beaucoup plus cloisonné que ça. Et donc on a aujourd'hui la nécessité d'essayer d'objectiver, de valoriser ce que les gens connaissent. On parlait de transposition au niveau des jeunes. Le jeune qui, parce qu'il était passionné de Minecraft, a fait un peu de Java, ou le jeune qui est allé faire des ateliers de programmation de robots, mais valorisons ça au maximum. L'entreprise n'attend peut-être pas beaucoup plus que ça. Elle attend simplement quelqu'un qui soit porteur d'un certain nombre de nouvelles initiatives au sein de l'entreprise. Peut-être que l'entreprise a conscience qu'elle a un certain retard par rapport à l'évolution de son secteur. La filière métier lui impose peut-être de fonctionner de telle ou telle façon. Quelqu'un qui simplement peut servir
d'intermédiaire pour porter la demande auprès de fournisseurs, pas nécessairement cette personne-là qui va s'occuper de l'automation ou du numérique dans l'entreprise. Elle sera simplement en charge de la relation avec les prestataires externes. Donc, ces outils de positionnement, aujourd'hui, ce sont des outils payants. Le Forum va les mettre à disposition de tous les demandeurs d'emploi à partir de début 2017. Donc ça, c'est une des premières initiatives. Dès le moment où on a un statut de demandeur d'emploi, on a accès à ces outils-là. Vous pourrez, parce que les liens sont là aussi, vous pourrez faire des tests. Donc en fait, les outils sont ouverts gratuitement. La seule limite, c'est un seul test possible dans sa version gratuite. Mais au-delà de ce test gratuit, le Forum va commencer à diffuser ces outils-là et donc tout demandeur d'emploi aura la possibilité de le faire. Sans passer par des formulaires complexes au niveau du Forum, etc. Simplement un accès direct à l'outil, le nom, le prénom, il y a un contrôle du statut de demandeur d'emploi et je peux aller dans cet outil de positionnement. Ça va? Et là, deuxième élément, encore plus compliqué au niveau, ce sont bien des outils internes, hein, donc ce n'était pas destiné à ce genre de séance. Ce sont des modules d'appropriation qu'on va essayer de partager avec certains partenaires. Aujourd'hui, c'est encore relativement maladroit, mais pour lever les questions de vocabulaire. Et ça, vous aurez le lien aussi. Je vous invite à aller essayer ce genre d'outils d'appropriation, mais clairement, ce sont tous les buzzwords, donc les mots un peu à la mode, dont on nous alimente aujourd'hui sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, le blockchain, enfin voilà, toute cette partie de vocabulaire. En fait, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir des compétences dans tous ces domaines, mais chaque filière métier va imposer une compétence minimale dans deux ou trois domaines qui s'associent dans la logique métier. Alors, on a parlé de modélisation, etc., etc. Donc effectivement, là, on va parler des RFID, de l'RP. Enfin, le RP, c'est un très très bon exemple. Hein. C'est un programme de gestion intégrée que la plupart des entreprises vont adopter dans les années à venir. Et à minima, n'importe quel employé sera obligé de pouvoir aller chercher les informations qui correspondent à la demande associée à son profil. Ces outils-là sont des outils assez coûteux aujourd'hui. Bon, ils ne sont pas descendus en Wallonie par un mouvement de baguette magique, mais il y aura des solutions plus abordables qui vont commencer à apparaître dans les années à venir. Et alors, évidemment, on voit arriver aujourd'hui une dimension liée à la, je dirais, aux usages. Je parlais des usages tout à l'heure, mais mon e-réputation, la gestion des traces sur Internet, et là, vous êtes des acteurs potentiels de ces développements-là. Donc, on parle de commerce, on parle de commerce connecté, donc il y a aussi une initiative wallonne qui s'appelle Commerce Connecté et qui vise à essayer d'amener un maximum de commerçants wallons à l'utilisation de ce genre de technologie ou au marketing, au digital marketing. La fracture est importante, donc ça, on est bien conscient de ça, donc il y aura un travail à faire, et ça, c'est destiné à n'importe quel auto-entrepreneur ou à n'importe quelle personne qui va fonctionner dans une TPE wallonne. Si on n'a pas cette capacité à s'ouvrir un peu vers l'extérieur, si on reste exclusivement sur la dimension locale, je crois qu'on sera en difficulté dans les années à venir. Et donc là, il y a des éléments qu'on ne connecte pas nécessairement pour ce problème de vocabulaire, qu'on ne connecte pas nécessairement, mais quand on parle d'e-commerce, est-ce qu'on intègre la dimension marketing? Est-ce qu'on intègre la dimension logistique? Comment est-ce que je fais pour envoyer les marchandises à mes fournisseurs? Ce sont tout un tas de compétences qui ne doivent pas être portées par des informaticiens ou par des experts du numérique. Ce sont des compétences qui vont être portées par n'importe quel individu à sa place dans l'entreprise. Et donc, il faudra présenter ça de façon beaucoup plus cohérente et un peu plus abordable. Mais le but, c'est bien d'éviter la révolution en parlant d'éducation média, des évolutions dans les filières métiers. C'est bien d'éviter la révolution. Un dernier mot sur la révolution, parce qu'en fait, c'est ça qui est en train aujourd'hui d'activer tout un tas de démarches. On va supprimer pas mal d'emplois, ça ne fait pas trop de doute, hein, le mouvement est amorcé. On va en créer pas mal, si j'entends Google, 300 000 en Belgique d'ici 2020. En tout cas, il faudra trouver un équilibre.
Et donc ce phénomène de la révolution, c'est quelque chose auquel on doit répondre aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que les robots vont remplacer les humains, ça veut simplement dire qu'il y aura une dimension d'assistance à peu près sur tous les postes de travail et pour tous les individus. Et il faut pouvoir l'intégrer. Et pour pouvoir l'intégrer, je crois que vous avez un rôle essentiel, parce que la première expérience numérique, et j'aurais bouclé, la première expérience numérique, ben, ça peut être une expérience PMT, très clairement. Et c'est ça qui permet aux gens, à un moment, de dire bah, je suis quand même un peu dans le numérique, je ne suis pas exclu du numérique, et le numérique n'est pas quelque chose d'aussi complexe que ce que je peux ressentir quand je vois la communication qu'on en fait aujourd'hui, qui est souvent une communication autour du buzz, hein, nouveau. Les drones vont amener à telle ou telle évolution, les robots vont me remplacer. Non, certainement pas, et encore moins en Wallonie, mais voilà, je suis quand même un peu dans le milieu. Ça va? Je vous remercie. Merci beaucoup, Michel. Alors, heureusement, vos stagiaires ne doivent pas maîtriser tout ce vocabulaire-là. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est quand même un peu vous les médiateurs entre les stagiaires et tout ce vocabulaire-là. Donc c'est vrai que vous, c'est pas mal que vous connaissiez quelques-uns de ces mots-clés. Ok, le micro fonctionne. C'est vrai, on parle beaucoup, on entend récemment les callbots maintenant, les robots collaboratifs. Vos stagiaires se demandent certainement ce que c'est que ces callbots, est-ce que c'est nouveau, est-ce que ça se promène partout. Ben voilà, pouvoir un peu dédramatiser et dire finalement vous savez ce que c'est pas tellement différent de ce qu'on sait. Voilà, un peu dédramatiser, les faire rentrer un peu dans cette culture-là, c'est déjà un premier pas vers une attitude différente face à cette nouveauté à laquelle ils appartiennent finalement, mais parfois sans le savoir. Les réactions peut-être des autres membres du panel à la présentation de Michel. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une réaction par rapport au tout début de votre exposé, quand vous avez fait le test de qui connaissait Digital Wallonia, et de se rendre compte que finalement, il n'y a pas grand monde qui connaît. Il y a eu la même expérience hier et ça me questionne vraiment. Donc comme je l'ai dit, j'étais à Bruxelles. Donc il y a une personne du CRB de Bruxelles qui a présenté le projet Brussels Smart City, qui est censé donc être un projet pour faire participer tous les citoyens qui peuvent poster des initiatives pour des nouvelles initiatives dans la ville. Et alors que c'était des personnes des administrations notamment, des communes, etc. Personne, très peu, personne, non, même pas un quart de la salle connaissait. Et donc moi j'avais à côté de moi des responsables de PN bruxellois qui militent depuis des années dans le secteur. Eux-mêmes ne connaissaient pas. Et donc moi, j'ai vu que c'était un peu la même chose aujourd'hui par rapport à Digital Wallonia. On veut impliquer le citoyen dans tous ces processus et même les intermédiaires. Ici, on est avec des intermédiaires et il y a vraiment une fracture à ce niveau-là aussi. Ils veulent la participation citoyenne, mais personne ne connaît. Enfin voilà, c'est une réflexion que j'ai pour l'instant. Effectivement. On va tous constater. Mais oui, mais alors qu'on veut faire venir le citoyen et on parle de culture de participation, et j'ai l'impression qu'il y a des décalages énormes qui se créent de plus en plus, même avec les intermédiaires et les gens qui sont censés connaître. Quand je voyais toutes les compétences que vous présentiez, je me dis, je repense au public auquel vous êtes face tous les jours, moi je ne les vois pas. Je me dis, mais ces gens sont à milieu de ça, j'imagine, de devoir développer et comprendre toutes ces nuances. Et vous dites, rentrer dans le numérique, ça permet de dédramatiser. Moi, je suis quand même un peu dans le numérique, je suis loin d'être une pro du numérique, mais je continue à trouver ça compliqué. Alors, je ne pense pas que la première expérience numérique va permettre de dire, ah, finalement, c'est pas si compliqué. Plus on rentre dans le numérique, plus on a l'impression, je trouve, de maîtriser qu'une toute petite dimension de ça. Et c'est vrai que... Voilà, la vue que nous a donnée Michel Verstreben, c'est une vue vraiment très large, qui est une vue plus métier, quelque part. La vue métier, et que veut l'employeur, que devient le métier demain, et puis du coup, quel grand écart, encore plus, doit-on faire avec les stagiaires. Maintenant, on sait que ce que vous ferez, c'est déjà un petit pas avec eux,
Et le petit pas que vous faites, ce petit pas-là, les stagiaires, ils s'y accrochent. Parce que ce qui vient par leur formateur, de proximité, quelque part, c'est ce qu'ils découvrent, c'est ce à quoi ils croient, ce que vous transmettez. Les stagiaires, ils sont tout affiliés, disons. Maintenant, entre ce que vous pensez pouvoir mettre à leur disposition et puis ce qu'on a vu aujourd'hui avec Michel, on a l'impression qu'il y a encore... voilà, c'est un peu comme si on nous invitait à aller marcher sur la Lune. Voilà. D'autres réactions, Michel? Oui, mais c'est le challenge, hein. Parce que clairement, c'est ce grand écart entre la demande du marché et, voilà, et les profils disponibles au niveau wallon. Donc, moi, je suis tout à fait ouvert à trouver des étapes intermédiaires pour essayer effectivement de gravir les échelons à un rythme cohérent. Moi, je viens d'arriver là, une seconde. Juste de se dire qu'effectivement, là, je pense que tout le monde voit la complexité, on se prend la complexité directement, donc ça paraît très loin des stagiaires, etc. Mais en même temps, moi j'aime vraiment bien l'idée que le PMTIC c'est une première expérience numérique, parce qu'il faut aussi se situer. Les stagiaires, quand ils arrivent, souvent ils sont vraiment très très décalés, très loin, et ils souffrent de cette exclusion numérique. Il y a effectivement des impacts au niveau social et à tous les niveaux, et juste d'être accompagné, de pouvoir expérimenter et d'avoir une première vision, si petite soit-elle. Je crois que c'est extrêmement important, parce qu'en fait ça leur permet aussi de se dire eh bien en fait j'ai mis un pied, peut-être que je pourrais mettre un deuxième, et puis finalement même si j'ai pas envie d'en mettre un deuxième, eh bien je peux arriver à quelque chose qui moi me rende mieux par rapport au monde dans lequel je vis. Et alors, effectivement, il y a le challenge, etc. Mais le PMTIC, alors, il va pouvoir emmener les gens vers ce challenge-là, mais en même temps, il est aussi suffisant pour se sentir plus à l'aise. Et on va le voir tout à l'heure dans le reportage, le tout petit reportage, il y en a pas mal qui expriment ça, de se dire, ah ben maintenant, en gros, ils le disent pas comme ça, mais en gros, c'est, je me sens mieux là. Là, je me sens un peu mieux après le PMTIC. Et juste ça, et dans ce sens-là, c'est une première expérience du numérique, je trouve que c'est extrêmement important. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai appris beaucoup sur les outils, tout ça, j'avais pas du tout connaissance. Je suis un peu partagée parce que, de notre part, si je me réfère à la présentation de Perrine, ça rejoignait ce que moi j'observe dans notre groupe, nos groupes de formation PMTIC. On a quand même un public, plutôt Quadra, Quinca, voilà. Et donc je me dis, ben voilà, si c'est ce premier pas, le PMTIC, on ne pourrait pas nécessairement convaincre ce public-là à son âge. Enfin, en tout cas, on va se heurter à des réticences de bah oui, c'est un pas, mais combien de temps je vais mettre pour arriver à la case que tu me proposes, de gravir effectivement ces étapes. En tout cas, il faut beaucoup de volonté, à mon avis, et beaucoup d'intérêt pour l'éthique. Et moi, je vois par exemple j'en parlerai pendant ma présentation, on a une formation qui, à un moment, était orientation professionnelle vers les métiers techniques de l'informatique. Et on s'est rendu compte qu'on avait très peu de personnes qui se présentaient, et que même quand elles se présentaient, en fait, en fin de formation, elles me disaient ben oui, mais je suis allée postuler là, mais ils veulent le diplôme, master, ils veulent ce truc-là. Donc, en fait, on leur proposait quelque chose où on savait très bien que finalement, sur le marché de l'emploi, ils n'allaient jamais pouvoir faire le... Enfin, elles, parce qu'on ne s'adresse qu'à les femmes, elles n'allaient pas pouvoir faire le poids, à moins de tomber sur quelqu'un de particulièrement confiant en les compétences qu'elles avançaient et ce qu'elles présentaient en entretien. Mais il fallait les certificats qui disent « Ok, c'est attesté, cette personne-là, elle a fait un master à PLG, elle a fait ceci, elle a fait cela. » Et donc, je trouve que finalement, c'est pas si accessible que ça. Et si je me réfère à ma propre expérience, là, ben, voilà, je vois cette liste de compétences. Récemment, je me formerais bien à aller plus loin, mettre les mains dans le cambouis ou utiliser autre chose que le micro-ondes. Et j'ai regardé un petit peu des formations accessibles, et c'est accessible pour les demandeurs d'emploi, où voilà, ça va être un horaire qui n'ira pas avec le. Il n'y a pas des tonnes de possibilités pour moi qui travaillent d'aller me former plus loin. Parce que ce public-là aussi qui pourrait aller vers d'autres horizons. Je ne sais pas si on m'entend bien en fait, j'espère. Voilà. Je ne sais pas si. Malheureusement, le forum s'intéresse essentiellement aux demandeurs d'emploi, hein, donc pour la partie travailleur, évidemment, c'est moins. Il faut bien faire la différence entre l'informatique et le numérique. Donc,
les métiers de l'informatique, effectivement, sont relativement contraints, normés, et donc des quinquas, ça est revenu plusieurs fois, donc je me suis un peu visé, mais pour les quinquas, c'est clair que imaginer faire une carrière dans l'informatique au-delà de 50 ans, je crois que c'est assez illusoire. Par contre, le numérique, lui, va donner, parce que justement c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup moins contraint, le numérique va donner des possibilités. Il n'est pas du tout nécessaire d'aller chercher toutes les compétences. Il suffit simplement d'être spécialisé. Moi, j'ai un voisin opticien, on l'a orienté vers l'Internet des objets, et il va s'insérer aujourd'hui dans cette dimension-là, simplement parce que c'était ce qui avait le plus proche de ses compétences. Je regrette d'avoir, que ça soit perçu comme étant complexe. Ça n'est pas complexe, c'est simplement dense, et il faut aller chercher la compétence qui est la plus proche de ses aspirations. J'ai une question, je ne sais pas si je t'entends. Mais et là, c'est plus vraiment une question que je me pose, c'est sur la fin de votre présentation, vous abordez le fait que voilà, les métiers vont changer, qu'il va falloir s'adapter, mais qu'en même temps, Google aurait annoncé 300 000 postes. Ça va être des postes qualifiés a priori, et j'ai du mal à imaginer comment, vous dites qu'on ne va pas nécessairement supprimer les... Pour moi, oui, on va, à force de foutre des robots un peu partout, mais c'est très simpliste parce que je ne me suis pas fort renseignée sur le sujet, donc il y a sûrement, j'espère, une explication qui me redonnerait confiance, mais quand je vais à la caisse et que je vois qu'on a remplacé par des self-scans et des machins, si des métiers peu qualifiés, finalement, il n'y a plus tellement de place, et ça devient, on rejoint cette idée d'injonction à forcément aller plus loin dans... Et voilà, nous, le public qu'on a est très inquiet, finalement, de ces évolutions-là. Je crois que c'est plus nuancé que ça. Donc, en gros, effectivement, il y a toujours une notion de service, il y aura toujours une dimension humaine, et surtout à Wallonie, avec des TPE, on ne va pas remplacer une TPE de 2 personnes par 2 robots, très clairement. Donc il y aura toujours cette notion de différenciation, cette notion de service, cette notion de capacité d'innover ou de gérer un projet. Et ça s'adresse à des publics moins qualifiés. Et c'est la chance des publics moins qualifiés. C'est simplement maîtriser une des dimensions numériques et l'intégrer au mieux dans son activité et dans sa filière métier. Et ça fonctionnera. Le transporteur qui, quelque part, peut accélérer la gestion de la prise en charge des commandes, ou qui fait la livraison sur le dernier kilomètre, clairement, c'est une nouvelle évolution de son métier, mais ce n'est pas numérisé à outrance, c'est simplement avoir accepté cette dimension-là. Il a peut-être simplement une tablette dans son camion, et il reçoit les interventions au fur et à mesure. Il doit avoir la maîtrise minimale de l'application qu'on met à sa disposition. Et c'est en ça que je rejoins ce que je disais tout à l'heure, les usages. Si on se centre sur les usages, on évite la complexité, me semble-t-il, et ce problème de vocabulaire. On doit être sur l'usage. Je suis transporteur, je suis dans telle condition, je suis boulanger, je suis dans telle autre condition. Nos boulangeries sont automatisées depuis longtemps, ceci dit. Donc il existe encore peu de boulangeries traditionnelles en Wallonie, mais on n'en a pas fait. Merci Michel. On va donner la parole à la salle. Qu'avez-vous à dire sur tout ça? Le formateur, médiateur, est-ce que vous le voyez? Réaction? Vous avez moins à dire. Mais on ne veut pas toujours donner la parole à André et à Daria. Allez, une petite langue de... Donc je suis d'accord avec Madame. Oui. Moi aussi, donc, comme j'ai constaté que pratiquement peu de personnes connaissaient digital.com. Et j'ai fait référence à PMTIC. Donc, parce que j'imagine que beaucoup de personnes qui donnent cours de PMTIC ont peu de stagiaires. Enfin, nous, à STU, on a difficile de trouver des stagiaires. Parce que aussi, donc, les personnes qui peuvent nous aider à trouver, comme le CPS, toute une série de centres, parfois ne nous connaissent pas. Enfin, pas à nous, ne connaissent pas le programme PMTIC. Moi, j'ai déjà pris le téléphone pour leur parler. Non, on ne connaît pas PMTIC. Donc, encore une fois, il y a un problème que la région wallonne ne s'occupe
systèmes, ou des services qui sont vraiment très enrichissants, mais il y a ce problème de promotion autour de nous. Voilà. Ben là, c'est la bonne nouvelle que le relais du PMTIC sur Digital Wallonie, qui va vraiment contribuer peut-être à mieux faire connaître PMTIC aussi, comme les autres services qui entrent dans des objectifs similaires. Compris ? Je voulais quand même un petit peu dédramatiser, parce que la situation, c'est effectivement, il y en a qui ne connaissent pas encore Digital Wallonia, mais c'est normal, en réalité, il n'y a pas encore eu d'opération de communication à large échelle, et celle-ci est prévue effectivement pour 2017. Il faut savoir que c'est une stratégie, le nom complet, en fait, c'est la stratégie numérique de la Wallonie, à laquelle on a donné un nom. C'est important d'avoir un nom parce que justement, je crois que derrière ce nom, il faut un peu se fédérer et quelque part, c'est un peu, je dirais, quelque part notre nom de famille. Le PMTIC, c'est un peu le prénom d'un dispositif. Demain, il y a une journée un peu équivalente sur les EPN. Certains peut-être d'entre vous y seront aussi. Il y a d'autres dispositifs. Et puis, c'est une stratégie qui est beaucoup plus large, qui vise effectivement les entreprises, qui vise l'administration, il y a tout un pan sur l'éducation et en particulier, je reviens sur l'école, également tout dispositif école numérique. Et tout ça forme la stratégie Digital Wallonia qui n'a pas eu lieu uniquement sur 2016. C'est un programme qui va s'étendre au moins sur toute cette législature et probablement qui devrait encore se continuer. Je pense qu'on n'aura pas réussi tous les objectifs et à régler tous les problèmes. Donc, quelque part, je vous invite effectivement, entre guillemets, à rejoindre la famille Digital Wallonia, parce qu'effectivement, c'est une manière d'avoir un mot fort pour rassembler l'ensemble des Wallons, qu'ils soient des demandeurs d'emploi, qu'ils soient des acteurs du commerce connecté à dispositif, qu'ils soient dans les écoles, qu'ils soient, je veux dire, dans les administrations, mais c'est quelque chose qui va seulement, je veux dire, se déployer, se donner à connaître. Donc, c'est un petit peu normal que ce ne soit pas encore connu partout. Vous avez un scoop ici. Hein, donc, un scoop sur le Digital Wallonia. Merci, André. Oui. Oui. Pierre Marchal du GAPS AEV. Voilà, moi je voudrais réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. Une initiation numérique aux stagiaires, franchement j'en rêve, ce serait un genre de cadeau de Noël. Leur apprendre le numérique, à coder, etc. Enfin, c'est vraiment d'abord une demande au niveau des entreprises, ça c'est clair. Ça a été exposé, c'est prouvé. Il y a d'ailleurs des centres en France, je connais en France, des CISP qui forment au codage certains stagiaires qui placent ces stagiaires en entreprise. Mais à ce titre-là, j'ai trois remarques. La première, c'est que les stagiaires que nous recevons sur le terrain, en tout cas en ce qui me concerne, pour la plupart, ça ne va pas distinguer un pic gauche d'un pic droit quand ils arrivent au premier cours. La deuxième réflexion, c'est qu'on a 48 heures de formation. Et la troisième, c'est que pendant ces 48 heures de formation, on doit les ouvrir non seulement à des compétences sociales, mais aussi professionnelles. Et donc, j'ai l'impression en tout cas que dans le contexte actuel, et vu la manière dont sont organisés les PMTIC, c'est quelque chose qui me paraît relativement difficile. Merci pour cette réflexion, mais ça fera bien le lien avec l'intervenante suivante qui va parler de parcours. Hein, c'est clair qu'on ne va pas tout résoudre en 48 heures. Là, on est avec une petite pièce du puzzle aussi Digital Wallonia, mais qui n'est quand même qu'une petite pièce. Et si on voit ce que Michel Verstrepen vient de nous présenter, il y avait aussi ces DigiComp, hein, les compétences digitales au niveau européen, où on voyait que finalement PMTIC était quand même très bien positionné au niveau de la couverture de ces compétences-là, et que la pièce suivante, c'était peut-être pas entrer en profondeur dans du code, ça c'est complètement autre chose, mais c'était peut-être arriver à travailler la mise en projet des stagiaires. S'ils se mettent en projet, ils pourront eux-mêmes aller chercher d'autres pièces de puzzle, et éventuellement celle du codage si ça les intéresse, mais être dans une dynamique dans laquelle on se voit acteur et acteur de projet, c'est peut-être ça qui serait le prochain pas, et certainement que pas mal d'entre vous y sont déjà dans ce prochain pas. Ça, c'est bien. D'autres remarques, suggestions, commentaires? Oui.
Providence Ligotti du centre formaté à Serein. Donc voilà, donc on parle justement d'attirer le public, hein, leur faire prendre, leur donner l'information qu'il existe, donc des centres, des opérateurs de proximité, parce que c'était le but aussi au niveau du PNTIC, que les utilisateurs puissent ne pas trop se déplacer, parce qu'ils n'ont pas trop les moyens non plus. Comment donner l'information, donc c'est important. On parle des formateurs en disant, ben oui, il faut aussi qu'ils aient une formation continuée pour pouvoir justement voir l'évolution du numérique, ainsi que l'accompagnement social aussi, hein, vis-à-vis des bénéficiaires. Et en tant qu'opérateur, donc en tant que responsable de centre, voilà, on parle du digital, le NIA.be, on ne connaît pas, et se dire, tiens, là aussi, il y a quelque chose qui doit se faire pour que les opérateurs qui s'occupent justement de favoriser l'inclusion numérique soient informés de ce genre de choses, sans pour ça devoir faire à chaque fois des tas de recherches sur Internet pour trouver l'info, ou venir ici à une journée annuelle. Voilà, je pense que là, il devrait aussi y avoir une réflexion pour qu'on puisse aussi être informé à ce niveau-là. Ça me paraît important. Moi, j'étais là, non, je ne connais pas. On fait de l'informatique, on ne se sent pas très à l'aise non plus, quoi, finalement. Ceci dit, on a encore envie de voir notre union mondiale. Oui, hein. Il y a de l'info comme ça qui passe, c'est aussi à ça que ça sert. Merci. Est-ce qu'il y a des réactions peut-être de notre panel, en tant que Lydie, peut-être va s'installer? Oui, rebondir par rapport à ce que M. de Houblet a dit, et puis sur laquelle vous avez rebondi, Marianne, après, en disant, vous dites que la mise en projet, c'est un pas d'après. Mais moi, je pense que le défi, je ne suis pas certaine que c'est un pas d'après, justement, ça fait partie de leurs 48 heures, et je trouve que c'est un grand défi, voire une difficulté de pouvoir en 48 heures, effectivement, initier au numérique, donc déconstruire les peurs par rapport au numérique, et faire cet accompagnement social, vous redonner confiance en la personne, et la mise en projet, tout ça se fait... met du temps, bon, on sait bien les critiques, hein, il n'y a pas assez de temps pour ce genre de formation, et que ce sont des formations plus globales qui prennent plus de temps, et que voilà, souvent il n'y a pas assez de temps pour ça. Voilà. C'est pas une étape à la Pour la mise en projet, c'est vrai que l'idéal est quand même qu'on mette parfois un pied hors du centre de formation aussi, qu'on soit sur le terrain avec les stagiaires, là où leurs nouvelles compétences numériques vont trouver du sens dans le quotidien, peut-être même dans des GAC, dans des groupements d'échange de services, avant on va se présenter, mais à s'ancrer socialement aussi, parce que les projets de nos stagiaires, ils vont être dans un premier temps sans doute aussi des projets de proximité. Ils sont dans des formations de proximité, ils vont avoir des projets de proximité avant peut-être de passer à un autre stade qui sera le projet professionnel. Ça fait sans doute partie de ces étapes intermédiaires qu'il faut pouvoir organiser pour eux, mais avec eux, pour qu'ils puissent un jour entrer dans le rêve que Michel nous a présenté.